Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler de cinéma russe, plus exactement ici soviétique. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je découvrais le travail récent de Kirill Serebrennikov, dont son dernier en salle. L'an passé, j'ai fait une rétrospective quasi complète de la filmographie d'Andrei Tarkovsky. Et bien aujourd'hui, nous remontons encore plus loin dans le temps, 1957, pour évoquer le long métrage Quand les cigognes passent. Alors en VO, ce sont des grues. Ça reste des oiseaux migrateurs, mais il faut dire que cigogne, en français, ça sonne mieux. Puis on ne confond pas avec l'objet mécanique. Réalisé par Mikhail Kalatozov, dont je découvre ici l'œuvre, qui fera par la suite La lettre inachevée ou encore Seuil Cuba, dont je parlerai probablement ces prochains mois. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal de l'héroïne Véronica Tatiana Samoïlova, qui jouera, je crois, dans La lettre inachevée. À ses côtés, son amant Boris, interprété par Alexei Balatov, qui part en guerre. Vassili Merkouriev est présent également, c'est celui qui fait le père de Boris. Et tandis que le cousin Marc, assez compliqué comme personnage, est joué par Alexandre Chvorin. L'histoire se déroule, alors au tout début, peu avant l'entrée en guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, de l'URSS. On voit donc deux amants, Véronica et Boris, qui sont libres, qui vivent leur amour en voyant les cigognes, donc les grues, voler dans le ciel, se balader sur ce pont, image très pure d'ailleurs, amour extraordinaire, empreint de liberté, mais très vite la réalité va se rappeler à eux, puisque eh bien, Boris va être appelé à défendre son pays à la guerre. Enfin, il va se proposer d'y aller, lui qui est artiste, etc., il est quand même patriote. Et Véronica va l'attendre, en espérant qu'il revienne en vie. Et pendant ce temps, le cousin de Boris, Marc, est resté sur place, parce que c'est un artiste aussi, mais pianiste, enfin bon, c'est un planqué, en vrai. Et celui-ci va tomber amoureux de Véronica. Que va-t-elle faire? Choisir. Mais comment choisir? Et peut-elle choisir? Et donc, au-delà de cette attente, peut-être une résignation aussi, et on va voir donc pas mal de défilés, des moments à la guerre aussi, etc., etc. Je reste vague là-dessus. Pour un film donc, qui est entre drame de guerre et histoire d'amour, qui est assez révolutionnaire, alors qui a été réalisé, précision, à l'époque du dégel sous Khrouchtchev, donc après Staline, peut-être un film moins patriotique ou pas du tout patriotique, en sachant que Kalatozov a débuté avec quelques métrages de propagande. Ici, c'est quand même beaucoup plus optimiste, mais encore faut-il avoir sa propre interprétation là-dessus. Pour certains, la fin, par exemple, ça fait quand même un petit peu gloire à la Russie, enfin l'URSS, mais là, c'est de libre interprétation. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que d'une, c'est la fin, donc je vous laisserai découvrir le film, comme d'habitude, et de deux, je ne suis pas spécialiste non plus en cinéma politique donc soviétique. Mais ce qui est certain, voilà, c'est que c'est un film totalement novateur pour l'époque, avec pas mal de techniques de caméra ou de plans, etc., qui n'avaient jamais été faits, ou très peu. Et ça rentre dans la lignée de ce cinéma soviétique très en avance sur son temps, même avant. On pense au Kuirassé Potemkin, on pense à L'homme à la caméra, entre autres. Et c'est brillant sur le plan visuel, il y a quelque chose qui se passe. Après, c'est vraiment une grande œuvre que j'ai adorée. Mais sur le moment, enfin, après coup, tu te dis, est-ce que c'est pas un peu trop démonstratif? Il faut replacer dans le contexte. Évidemment, un film réalisé ainsi de nos jours, ou à partir des années 70, tu te dirais, ouais, il en fait des tonnes quand même, c'est... Ouais, il se la pète. Mais à l'époque, c'est aussi de l'innovation technique qui apporte à l'histoire. Parce que c'est ça qui est important. Certes, il y a des moments comme ça où tu te dis, ils se sont pris la tête pour pas grand-chose. Enfin, mais non! Il y a une idée derrière, il y a un tourbillon là qui se passe entre l'amour qui enivre et cette entrée en guerre qui perturbe les esprits. Et c'est un film frénétique, vous verrez rarement ça dans le cinéma des années 50. La caméra bouge souvent très vite avec des travelling qui suivent notamment l'héroïne et des prouesses qui n'avaient jamais été faites avant, j'en suis quasi persuadé. On peut citer quelques moments clés comme cela. Cette très célèbre scène de l'escalier, comme ça, où la caméra suit en tourbillonnant, ce qui est assez fou pour l'époque. Je crois qu'il y a eu un peu de l'acrobatie du preneur d'image. Je ne sais pas si c'était le réalisateur lui-même d'ailleurs. Il y a ça donc qui aura un écho à un moment après où Boris sera sur le front, j'en dis pas plus.
Il y a aussi quelques scènes donc, où on suit Véronica, par exemple, quand elle prend le tramway, pop, 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 comme ça, et puis après la caméra elle sort du tramway avec Véronica et elle le monte comme ça, avec un plan de grue. C'est amusant, parce qu'il y a des grues. En anglais ça marche la blague, hein. Crane, grue, c'est aussi l'oiseau et la machine. Et en français non. Enfin si, du coup. Mais bon bref, pas pour la caméra je pense, quoi que si. Bon bref, peu importe, je m'emballe, mais en fait si, on pourrait faire un jeu de mots si on veut. Mais non, restons quand même concentrés sur le truc. C'est assez fou d'imaginer cela. Bon, ça a été fait avec un aimant, un opérateur qui a pris la caméra, mais on n'y voit que du feu. C'est la magie du cinéma. Et sans retouche CGI derrière. C'est ça qui est fort. Que des effets pratiques sur le moment avec de la réflexion. Ce qui est absolument aujourd'hui inutile. Quoique même, si vous faites du cinéma amateur, ça peut vous donner des idées après tout. Si vous avez de l'inventivité comme ça. Voilà, il y a ça, et puis il y a la scène terrible, un moment où le cousin Marc joue du piano à fond, tac, pour couvrir le bruit des bombardements derrière, l'horreur de la guerre, lui il veut aller plus loin, et puis après, de cette horreur de la guerre va surgir une scène tout aussi horrible autrement pour Véronica. J'en dis pas plus, mais c'est très brutal là-dessus. Et donc, au-delà de la technique, c'est un film qui raconte une histoire assez violente d'amour, dans le sens où au début, tout est magnifiquement... évoqué, c'est presque une utopie. Dès le départ, on est quelque part entre Charlie Chaplin et Jean Vigo, si vous voyez ce que je veux dire. Jean Vigo, je pense à l'Atlante. Hein. Charlie Chaplin, c'est surtout la fin de ses films, notamment, je crois que les temps modernes, enfin je sais plus, parce qu'il y a des fins, voilà, comme ça, oui. Il y a le petit bonheur optimiste, pardon. J'ai l'impression que c'est un peu la continuité de cela. Mais très vite, tout ceci va s'écrouler, et puis on va rentrer dans une âpreté absolue, que ce soit sur le front, où il y a des scènes de guerre, que ce soit dans l'attente de Véronica, dans la ville et tout, ou après, quand elle va elle-même découvrir l'horreur de la guerre, avec le bombardement de la maison de ses parents, quand elle va partir en Sibérie pour soigner les gens, les blessés, par rapport aussi au discours du père de Boris, à un moment, là, qui parle des femmes très durement, Véronica va se sentir concernée, alors que la pauvre, elle est dans une situation très forcée, hein, j'en dis pas plus, mais quand même, quand je rappelle, enfin, je parlais de la scène du piano avec les bombardements et ce qu'elle va subir après, celles et ceux qui ont vu le film me comprendront. Donc il y a tout cela, et puis on se pose la question avec Véronica, est-ce que Boris va revenir, est-ce qu'il va périr? Alors nous, spectateurs, très vite, on va savoir avant Véronica certaines choses. Elle attend une lettre notamment. Là, c'est la lettre non reçue, c'est pas la lettre inachevée que Kalatozov fera après. Et c'est poignant d'émotion. Et du coup, ce qui se passe, ces moments où elle va courir, tout ça, entre espoir ou désillusion, c'est assez fou. À un moment, elle va courir très très perturbée, et elle va rencontrer un petit garçon. Parce que c'est un film qui est là-dessus très particulier, entre une forme de pessimisme sur cette histoire d'amour qui semble impossible à être réalisée jusqu'au bout, mais aussi la présence de ce petit garçon à la fin, d'un enfant aussi comme ça, qui montre que au-delà de la guerre, quoi qu'il arrive, même si on a perdu des gens, notion de sacrifice ou cela, il va y avoir la reconstruction. Donc c'est là où, sur le final, tu peux te poser la question du point de vue politique, si on veut, de l'ensemble. Mais c'est avant tout un film qui est brillant sur sa narration et sur sa confection, magnifié aussi, on peut le citer par le chef-op Sergueï Ouroussevski, qui, notamment par ses jeux de lumière, tiens, il éclaire souvent les yeux comme ça. Il y a un travail assez remarquable là-dessus, et ça renforce la psychologie. Le personnage, très brillamment écrit pour l'époque, parce que c'est là où c'est un film qui se libère de certains carcans. On a des protagonistes qui ont on va dire, une profondeur psychologique. Ce ne sont pas que des robots du système, quoi. Ça, c'est fort. C'est là où on voit que le cinéma soviétique avance, et Kalatozov avec. Il se permet des choses qu'il n'aurait pas pu faire avant, que ce soit sur le plan technique, d'accord, mais aussi sur le propos. Alors qu'il reste quelques relents patriotiques derrière, bah, ça peut se comprendre, hein, après tout, mais ça marche très bien avec cette période du dégel, où entre l'URSS et les États-Unis, disons que ça allait mieux, jusqu'aux crises d'après, et notamment la crise des missiles à Cuba. Ça ne m'étonne pas qu'il ait fait Seuil Cuba quelques années après, peut-être qu'il doit y avoir un lien, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Voilà, mais en tout cas passionnant pour moi, ce moment de découverte kalatozovienne, et c'est un film que je vous conseille, j'allais dire vivement et librement, surtout parce qu'il est disponible sur YouTube. Je crois que c'est Mosfilm qui est sur la chaîne, pas facile à dire, Mosfilm, ça se dit Mosfilm, je crois, en russe, où vous l'avez en VO. Alors vous avez des sous-titres anglais et tout, moi ça me dérange pas, mais bon, je crois que c'est des sous-titres français aussi, je ne sais plus. Mais vous le trouverez facilement, c'est un peu libre de droit, je crois, maintenant, de toute façon.
Et un très beau catalogue Mosfilm hein, sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir, peut-être que je mettrai le lien vers la chaîne en description ou dans les commentaires épinglés si j'y pense. À vous la parole, que pensez-vous de quand passent les cigognes? Quand passent les cigognes. Est-ce que j'ai dit quand les cigognes passent au début? Peu importe. Le titre c'est Quand passent les cigognes. Nouveauté technique de l'époque. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, vos scènes préférées, etc. On en discute en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!